Voilà. Nous avons, on va dire, si vous le voulez bien, 1 h 15 devant nous. C'est pas énorme, C'est bien déjà. mais ça permet d'avoir déjà des échanges, ou que vous puissiez, vous, du moins, exprimer, on va dire, votre point de vue sur ce dossier. Donc, on peut commencer. Donc, c'est filmé également, parce que l'idée, c'est de porter à la connaissance du public les éléments, on va dire, contradictoires de ce projet qui a été évalué avec une forme de, comment dire, de bienveillance. Porte plus. C'est l'euphémisme. Fantasme. Oui, de fantasme. Donc, si vous voulez bien, je vais faire le petit résumé, en quelque sorte, de ce que dit notre rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, qui a été rendu, je vous le rappelle, le 6 mai, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours à peine, au ministre Tabarot. C'est un, comment dire, c'est un avis, c'est un rapport qui n'est que consultatif et qui en aucun cas n'est, comment dire, impératif pour ce qu'il entraîne ensuite comme décision de la part du ministère et des pouvoirs publics. Oui, mais moi, c'est quand même à partir de ce rapport que l'exécutif va pouvoir prendre des décisions. Alors, il est là pour éclairer les décisions du ministère, du ministre, mais en aucun cas, il a un aspect contraignant. Il n'est que consultatif. Sauf qu'il est, présumé avoir pris les points de vue des promoteurs des projets, bien évidemment, des différentes institutions, l'Europe, les régions, etc., les préfectures, avoir pris les avis des organisations et des associations qui peuvent ou contester ou également accompagner certains projets, vous voyez. Donc, il doit y avoir une large audition, de larges auditions pour avoir tous les points de vue. Sauf que ce qu'on observe, c'est que sur les 18 grands projets qui ont été examinés dans ce rapport 2026, eh bien, il y en a un certain nombre où le point de vue des associations des défenseurs de l'environnement, des riverains, des usagers, etc., n'a pas vraiment été sollicité, convoqué. Au point qu'on a même carrément un déficit d'audition de tout un tas d'organisations, d'associations. Et donc, nous, notre démarche ici, en tout cas la mienne, en tant que membre de ce Conseil d'orientation des infrastructures, c'est de dire, eh bien, si ça n'a pas été fait pendant les 18 mois à peu près qu'ont duré les examens, les travaux, eh bien, on est toujours à temps de poursuivre ce travail d'audition, parce que le public a le droit d'être informé et éclairé sur qu'est-ce que représentent ces méga-projets, puisque pour la plupart, ils représentent des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros d'argent public, des centaines, voire des milliers d'hectares artificialisés, des millions de mètres cubes de roches comment dire, qui sont remués. Enfin bref, des biotopes entiers qui sont comment dire, menacés. Bref, c'est des méga projets. Dans un petit pays, finalement, qui est celui de la France, en termes de surface. Donc l'impact est considérable. Donc voilà pourquoi, quelle est notre démarche de vouloir vous entendre. Et en plus, vous avez en plus cette particularité d'être sur un projet qui, lui, se distingue, se singularise un petit peu de l'ensemble des autres projets, que c'est un des rares projets fluviaux avec le CIGEO, je crois. Magéo, pardon, excusez-moi. Et donc, on a un intérêt, bien évidemment, à évaluer aussi ce projet qui lui-même est gigantissime. Alors, je vais en faire un résumé tel qu'il apparaît dans notre rapport. Et ensuite, je vous laisserai la parole pendant 1 h 15. Nous avons devant nous. Nous aurons quelques échanges et quelques questions, si vous voulez bien. Lorsque vous vous exprimez, je vous invite quand même à décliner, on va dire, d'où vous venez, d'où vous parlez, quelles sont les organisations auxquelles vous appartenez. Donc c'est le seul grand projet fluvial d'ampleur examiné par ce Conseil d'orientation, cette version 2026. Et il porte sur un canal qui ferait 107 km à grand gabarit entre Compiègne, dans l'Oise, et le Nord. Ce qui permet de relier le bassin de la Seine au réseau à grand gabarit du Benelux, de l'Allemagne, enfin vers les pays du Nord de l'Europe. Ça a été l'un des 3 projets les plus débattus
au sein de notre Conseil, parce qu'on a quand même, heureusement, d'autres membres qui avaient une vision critique, comme par exemple France Nature Environnement ou d'autres encore. Alors, ce CSNE, nous a été présenté comme un projet qui est probablement l'un de ceux qui bénéficient du soutien le plus constant de la Commission européenne, nous dit le président David Valence. Son inscription dans le corridor Seine-Escaut du RTET, sa dimension transfrontalière et son potentiel de report modal massif, notamment pour les céréales et les matériaux de construction, lui confèrent une légitimité européenne incontestable. Son plan de financement, en revanche, n'est toujours pas bouclé, puisque malgré l'avance des études et des procédures, ce CSNE se heurte à une difficulté. La date de 2032 qui était envisagée pour la mise en service apparaît, selon le COI, en tout état de cause, excessivement ambitieuse, voire irréaliste. Et on le comprend, puisque c'est dans 5 ans, 2032. Plus encore, le plan de financement n'est toujours pas arrêté, alors que l'essentiel des engagements contractuels, concrétisant l'irréversibilité du projet, était entendu en 2026. C'est-à-dire cette année, et donc on ne voit rien venir, ce qui peut poser des questions sur la volonté politique réelle qui entoure ce projet. Et puis ensuite, ce CSNE, il illustre de manière frappante la tension qu'il y a dans ce rapport, puisque c'est un projet qui semble bénéficier d'une légitimité européenne, mais dont le portage financier et institutionnel national demeure insuffisant. La gouvernance du projet, confiée à la Société du canal Seine-Nord Europe, a été remise en question, et les négociations avec la Commission européenne sur le niveau exact des cofinancements restent sensibles, puisqu'on ne sait pas, finalement, au bout du compte, qui va payer quoi et quel mode de financement va être enfin adopté. Sur le plan environnemental, on a un débat qui a été complexe, parce que la substitution au camion vers le fleuve représente un gain carbone qui semble significatif sur le long terme. Mais de notre côté, la construction d'un nouveau canal de 107 km implique une artificialisation considérable des terres agricoles et naturelles, de la plaine picarde et au-delà, et des impacts importants sur les zones humides traversées, et elles sont visiblement très nombreuses. Donc l'enjeu temporel est crucial. 2026, c'est l'année charnière pour les engagements, mais face à cette absence de plan de financement bouclé, à cette date, l'incertitude elle est considérable sur la réalisation de ce projet dans les délais qui nous ont été présentés. Donc nous pensons, nous, que dans le cas où ce projet se ferait, de toute façon, il ne verrait pas le jour et sa mise en fonction avant plus d'une dizaine d'années en réalité. Enfin, il y a un risque, d'après les promoteurs du projet, que la France perde sa part de représentativité dans le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE, si ce projet ne progressait pas. Donc, nous sommes en quelque sorte fondés à vous entendre sur un projet qui a encore de grandes zones d'ombre et de grandes incertitudes. Voilà, je crois que la parole est à vous et vous pouvez nous dire maintenant votre position sur ce projet. Ben, merci déjà parce que je pense que ça va bien, ça introduit bien ce qu'est le projet du méga canal. Et en l'occurrence, moi, ce que je commence à dire, c'est que c'est un projet qui s'inscrit dans une logique économique qui est de toujours plus de croissance, toujours plus de production, puisque déjà, c'est un projet qui s'établit avec une projection de 1,6 de croissance. Je pense que, voilà, il n'y a pas besoin d'être expert pour se rendre compte que cette projection de croissance est complètement fantasmée. Donc, on avait dit que le projet du méga canal, au début, c'était pour redynamiser, l'objectif tel qu'il a été vendu, c'était de redynamiser la région des Hauts-de-France et de créer des emplois, de réduire le nombre de camions de marchandises sur les routes. Donc, on verra après que même d'après les chiffres qui nous ont été communiqués, c'est tout à fait contestable et surtout fantasmé, en fait, la projection de réduire les marchandises sur les routes. Et c'est aussi, effectivement, de répondre à un projet européen qui est la liaison Seine-Escaut. Donc, en gros, c'est permettre au bassin de l'Île-de-France d'être relié directement sur les ports de Rotterdam et de Anvers.
Le canal, donc le méga canal, on a dit que c'était 107 km. Ça vient remplacer. Alors, je trouve que quand même l'ADN de tous ces méga projets, c'est que tous, il y a une infrastructure existante à côté qui est sous-exploitée et qui est dégradée et on ne veut pas investir dedans. Et ben, le canal du Nord, il n'échappe pas à cette logique puisqu'il est tout à fait parallèle. Le méga canal, je veux dire, il est tout à fait parallèle au trajet du canal du Nord, qui, comme ça a été souligné, est utilisé qu'à hauteur de 25% de ses capacités. Les deux canaux, en fait, qu'on voit, le méga canal et le canal du Nord, ils sont espacés de quelques mètres simplement, sauf qu'il y en a un qui va passer aux dimensions européennes de 4400 tonnes, donc hyper grand gabarit. Et le canal du Nord, lui, n'est pas remis, n'a pas été conçu pour faire circuler un tel gabarit. Et dans les faits, ce qu'on se constate, parce que ce projet-là, il est aussi vendu comme étant un fer de lance de la décarbonation des transports de marchandises, mais en fait, on s'aperçoit que le méga canal, ça va concurrencer le ferroviaire, puisque de par la nature des marchandises qui sont transportées, c'est pas sur du camion qu'on va transporter du vrac, des gravats, etc. Ce qui est transporté majoritairement par les bateaux, et c'est plutôt le ferroviaire en fait auquel on va prendre ce type de marché. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Moi, je complète très bien sur les propos de. Cool. Donc, moi, c'est Bozak Guillaume, militant à MCNM. Vous dites que le MIE suit le SNE, mais comme vous l'avez même dit dans le rapport du COI, en 2023, ils ont été demandés 2230 millions et on n'a accordé que 300 millions. Donc en fait, il n'a pas un si grand soutien européen que ça. Voilà, je voulais juste remettre ça. Mais vous faites bien de préciser cela, parce que nous, c'est ce qui a été invoqué pour dire que finalement, si en France, on avait une sorte de réserve quand même par rapport à l'utilité publique du projet, on convient que l'Europe semble le promouvoir avec beaucoup de force. Et vous faites bien de préciser qu'en réalité, si on estime, si on évalue le soutien de l'Europe à ce projet en fonction des fonds qui lui sont attribués, c'est pas si net soutien que on veut bien le dire, en effet. Juste pour ça. Non, mais peut-être aussi un petit point, tant qu'on est juste aussi pour préciser, s'il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu le COI, c'est qu'on ne parlait pas des bateliers en fait, qui travaillent aujourd'hui sur le canal du Nord, parce que oui, il y a du trafic, il y a aussi des gens qui bossent là-dessus. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir en tête que le canal du Nord, c'est un espace refuge pour beaucoup de bateliers à petit gabarit, qui ont des petits bateaux, qui sont beaucoup moins rentables que les gros sur les sections Seine et Escaut. Et donc en fait, en gros, c'est un peu leur seul endroit où ils peuvent faire leur beurre, si je puis m'exprimer comme ça, et donc avoir du travail. Et aujourd'hui, quand on fait un canal Seine-Nord-Europe, nous, quand on va sur le terrain, les bateliers nous disent on est en train de creuser notre tombe, parce qu'on est en train de mettre à mal l'un des seuls espaces qui leur reste pour vivre de leur travail. Et je pense que cette question-là de l'emploi, on va la revoir, mais je pense que c'est bien de la mettre aussi que, évidemment, on détruit le ferroviaire, mais surtout, on détruit le fret fluvial à petit gabarit qui subsistait encore. Après, je laisse Valérie. D'accord. Tu as bien fait de compléter. Et on ne s'est pas présenté trop, je crois, à part vous, tu l'as fait. Oui. Là, moi, je suis Valérie François, donc je suis militante MCNM et puis également militante au sein de Sudrail. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à m'interroger justement à ce chantier, notamment ce qui m'a amené là-dedans, c'est qu'on ait supprimé tout fret SNCF sur l'ensemble du territoire pour 5 milliards d'euros. Et là, je me dis, on est prêt à mettre 10 milliards, voire au-delà, juste pour 107 km de fluvial. Donc ça m'a vraiment interpellée et je me suis sentie de m'engager dans ce sujet. Le méga canal, nous on emploie vraiment le mot méga. Au début, Xavier Bertrand disait que c'était le plus grand chantier du siècle. Pour donner une idée, quand on parle de ce méga canal, c'est pas le canal du Midi. Nous, on compare ça au canal de Suez, à peu près dans les proportions que ça va impliquer comme travaux. Et pour faire des comparaisons, on dit que c'est 10 fois le tunnel sous la Manche en termes de déblais, que ça va avoir une emprise de 3500 hectares sur près de 3100 hectares des meilleures terres agricoles en Île-de-France, que ça va détruire 250 hectares de zones humides
Et puis, tout ça avec des millions de tonnes de béton. Pour aussi, on se donne des comparatifs, hein, les millions de tonnes de béton qui vont être utilisés pour la conscription du méga canal, ça représente 2 fois plus que le béton nécessaire pour tous les immeubles de la Défense. Voilà, donc on aime bien faire ce genre de comparaison pour donner un petit peu un ordre de grandeur sur le gigantisme. Alors, sur l'eau, en gros, le méga canal, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une réserve d'eau, puisque c'est un énorme aquarium en béton, mais qui n'est pas du tout étanche de par l'évaporation et aussi de par les infiltrations. Et pour pouvoir compenser en fait la perte en eau qu'il y aura dans ce méga canal, il a été décidé de faire une méga bassine qui s'appelle la bassine de l'Alouette. Pareil, pour donner une idée, la bassine de l'Alouette, elle est sur une superficie de 65 hectares. Elle fera avec le remblai, donc le remblai autour de la bassine, ça sera 42 mètres de haut. Ça correspond à un immeuble de 14 étages. C'est pour ça, quand on nous vend qu'il va y avoir du tourisme autour du canal Seine-Nord-Europe, ça nous fait bassement sourire quand on voit ce genre de chiffres. Et qu'il faut un carré de 600 mètres, ça représente un carré de 600 mètres de côté, et qu'en gros, pour faire le tour de cette méga bassine, il faudra 30 minutes au moins, et que ça représente aussi 22 fois la méga bassine de Sainte-Soline. Moi, je reviens sur une question quand même sur laquelle on est passé rapidement, la question du transfert en quelque sorte d'activité qu'il peut y avoir entre la batellerie traditionnelle, artisanale si je puis dire, et puis là on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Mais la question qu'on peut se poser, c'est l'utilité fonctionnelle. Aujourd'hui, la batellerie, le transport par péniche, hein, c'est ça hein, dont il est question, porte, on va dire, sur des pondéreux, c'est-à-dire de la grave, des agrégats, peut-être des céréales, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment... Oui, céréales. On ne peut pas tout transporter. Tout n'a pas vocation à être transporté par fleuve, parce que si, comment dire, le temps de déplacement est long, en réalité, l'intérêt porte sur des gros volumes qui font qu'on économise sur, on va dire, les manipulations, le chargement-déchargement dans des contenants plus petits que des grandes péniches, quoi. Donc, en quoi, finalement, les promoteurs de ce projet arrivent à convaincre de dire que, parce qu'on aura l'infrastructure, on répondra à une demande qui, aujourd'hui, n'existe pas dans la réalité. C'est qu'on voit peu de transporteurs qui se disent « Oh là là, c'est compliqué, si on avait un grand canal, un méga canal, on pourrait enfin faire du report modal. » Je reviens là-dessus quand même, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre s'il y a une véritable utilité socio-économique dans cette histoire. La promesse qui est faite par les... Enfin, du coup, pour me situer, moi, je suis ingénieur formé à l'Université de technologie de Compiègne. Et du coup, j'ai à la fois suivi le projet en tant qu'étudiant et ici, maintenant, fois diplômé. La promesse qui est faite avec ce canal-là, c'est de dire qu'on va massifier les volumes. On va passer de 900 tonnes maximum à 4400 tonnes. Et en massifiant, vous faites des gains d'échelle. Parce que vous pouvez mettre plus, avec un seul chargement, plus ou moins 2, 3, 4, 5 bateliers qui travaillent au lieu de 1, mais globalement, c'est plus rentable. Et leur promesse, c'est de dire, bon, là, aujourd'hui, on a de la céréale qui doit partir, parce qu'une péniche sur 3 que vous voyez dans les Hauts-de-France, c'est une péniche qui transporte de la céréale et qui va partir à Dunkerque ou à Rouen, direction la Chine ou le Maghreb, pour alimenter l'économie mondialisée. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'on transporte dans les péniches dans les Hauts-de-France. Il y a du gravat, mais globalement, c'est céréales et gravat et un peu de produits annexes, engrais, carburant et un tout petit peu de compteurs. Même si ça se développe. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a un intérêt économique qui est factuel on est une puissance exportatrice de produits agricoles. Les Hauts-de-France, c'est l'endroit où on produit le plus de céréales, on va dire, en France. C'est là aussi où il y a le plus de pesticides dans les sols. Et aujourd'hui, la promesse qui est faite, quand on voit les prévisions, encore une fois, de trafic qui sont produites par la Cité du Canal et qui sont complètement fantasmées, c'est de dire qu'on va doubler la part de céréales qui va être transportée par la voie d'eau. On va doubler aussi la part de gravat et on va aussi, magique, mettre des conteneurs en passant avec cette fameuse gabarit à 4400 tonnes et 3 étages de conteneurs, en rendant enfin accessible le marché du conteneur au fluvial. Parce qu'aujourd'hui, quand on est batelier, on ne peut pas passer avec plus de 2 étages de conteneurs sur le canal. On est limité par la hauteur des ponts. Et la promesse qui est faite avec le canal Seine-Nord, c'est de dire, fini cette limite, vous allez enfin pouvoir être rentable en empilant vos trapons. C'est ça aujourd'hui la promesse qui est faite pour dire on va attraper des nouveaux marchés. En gros, les marchés qui viennent de Anvers,
Aujourd'hui, Anvers, c'est un port qui est saturé. On n'arrive plus à l'agrandir. C'est très compliqué. Et on va enfin pouvoir même faire du report modal. Ça, c'est la promesse qui est complètement fausse parce qu'aujourd'hui, on a Xavier Bertrand qui dit qu'il ne veut pas agrandir les ponts, qu'il ne veut pas faire les travaux nécessaires pour augmenter la hauteur des ponts en amont et en aval du projet. On a aussi plein de bateliers qui nous disent que le conteneur, ce n'est pas forcément le mode de transport le plus efficace pour elles et eux, notamment parce qu'en fait, le ferroviaire prend aujourd'hui beaucoup de conteneurs en temps de part de marché. Et donc, on a c'est vraiment ce fantasme qui existe et qui, dans les faits, est juste limité par les limites du projet, parce qu'on ne va pas faire du trafic de conteneurs entre Compiègne et Auban-Schols. Le but, c'est de faire du trafic de conteneurs entre Anvers et Paris. Et aujourd'hui, on va le voir, l'ensemble du projet Senesco, il a plein de limites techniques qui ne sont pas du tout pensées et qui font que le conteneur, on ne va jamais en voir ne serait-ce que la couleur. Alors, il faut nuancer, et je ne vais peut-être pas trop parler sur ça. Ah, c'est mairie. Mais c'est toi. Oui, mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'il y a une pertinence à ce qui est, on va dire, un report modal sur un parcours qui est relativement court en termes de distance entre même Anvers, Rotterdam et puis le sud, parce que si ce canal fait 107 km, on s'imagine mal qu'il puisse y avoir un intérêt à ce que finalement le fret soit composite entre le camion, le rail et puis le fluvial. On va pas. Vous voyez le raisonnement, c'est de se dire où est l'intérêt, arrivé au nord du canal, d'aller décharger des marchandises qui seraient arrivées jusque-là par un autre mode, pour ensuite le faire transiter sur 100 km à une vitesse très lente, même si c'est des gros volumes, jusqu'au sud du canal, pour ensuite à nouveau faire un report modal vers soit le rail, soit la route. Voire même le fluvial, parce que de toute façon, On va continuer sur du fluvial, puisqu'effectivement c'est connecté. on va redescendre à 2 conteneurs à la journée. Et en plus, de toute façon, on n'aura plus les mêmes... Dessus, enfin, de toute façon. Oui, à moins voilà, de tout reconfigurer, de manière à ce que le 3 niveaux de conteneurs soient compatibles partout sur le territoire. Il n'y aura pas... On a plus que ça. Surtout que la promesse du conteneur en tant que telle, c'est pas. Quand on regarde les études, même, en fait, la communication de la société du canal, c'est de dire on va mettre du conteneur. Quand vous lisez les études, le conteneur, c'est juste 15% de ce qui va être transporté. Le reste, c'est du produit en vrac. Mais il faut bien comprendre que dans leur tête, c'est le chaînon manquant. En fait, il y a déjà un réseau fluvial qui existe. Il est plutôt à grand gabarit au nord et au sud. Et donc, dans la tête des promoteurs, c'est de dire ah bah, une fois cette pièce-là, on va enfin pouvoir réaliser cette connexion qui manquait tant entre les ports du Nord et Paris, alors même qu'on a le port du Havre qui fait ça très bien, de manière beaucoup plus courte et de plus efficace aussi. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'intérêt tant technique. Évidemment qu'il y aurait un intérêt, nous on n'est pas du tout contre le fluvial, loin de là. Mais en fait, pour faire du report modal, il faut d'abord des gens qui travaillent et des bateliers. Aujourd'hui, il n'y a plus de bateliers en Europe, il en manque 20 000 à peu près. En France, on a divisé par 7 le nombre de bateliers et on a une vraie crise des vocations, une vraie crise de la profession qui va pas trouver réponse en faisant une nouvelle infrastructure. Au contraire, on met des milliards là-dedans, on n'en met pas dans la formation, on n'en met pas dans la rénovation de tout le réseau fluvial. Et donc, voilà, on a un peu dévié de la présentation et je pense Oui. qu'on allait travailler. Excusez-moi, Non, pas de j'avais souci, besoin mais- juste de cette précision pour comprendre, hein, parce que je ne suis pas professionnel. C'est même important peut-être aussi de préciser que les Hauts-de-France, comme ça a été dit, c'est plutôt une région d'agro-industrie, quoi. Donc pour la FNSEA et pour les céréaliers, eh ben, si la massification et l'augmentation du volume transporté fait baisser de 5 € le prix de la tonne transportée, sur le nombre de tonnes qu'ils transportent, eux, ils vont y trouver un intérêt économique. Et ça, c'est les promesses. Et dans les faits, on ne sait pas si ça coûtera moins cher. Personne ne sait quel va être le prix du péage proposé par VNF. On est dans le flou total. Et surtout, en fait, le petit batelier qui a un canal du Nord, un gabarit canal du Nord, il n'a pas l'argent de mettre 3-4 millions d'euros pour acheter un 4400 tonnes. En termes d'investissement, c'est un changement d'échelle total. Et on se rend compte que c'est pas les travailleurs qui sont là sur le canal du Nord qui vont récupérer le canal Seine-Nord. C'est des géants néerlandais. Oui, belges. et puis la rentabilité du projet, ou on va dire le côté profitable sur le plan économique, pour des opérateurs privés, il n'existe qu'à la condition que ce soit de l'argent public qui paye, on va dire, les pertes, que les pertes, on va dire, soient mutualisées par l'argent public et que les bénéfices soient conservés dans la sphère privée, quoi. Toujours un peu le même schéma.
C'est bien pour ça que Bouygues et Vinci se sont retirés du partenariat public-privé en 2013 en disant que ça serait pas rentable. Et là, aujourd'hui, c'est Bouygues qui fait les travaux. C'est Bouygues Engie, ils vont faire les travaux. Ils sont très heureux de récolter les centaines de millions d'euros. Mais ils ont clairement eux-mêmes dit que ce n'était pas rentable le projet en 2013. Et il n'y a pas eu d'évolution majeure qui sous-tendrait que ce serait plus efficace maintenant. Après, peut-être qu'on peut passer, peut-être revenir sur les dommages. Faites passer le micro si vous voulez, comment dire, Bah dépasser voilà, la après parole. on est sur les espèces menacées. Juste avant, il y avait quand même une diapo qui était intéressante parce qu'elle concernait le pompage de l'eau. Parce que justement, pour faire fonctionner ce méga canal, en fait, qui va être sujet à l'évaporation et à l'infiltration des eaux, il va être nécessaire de pomper l'eau. Et ça va. Alors, le coût du pompage de l'eau pour maintenir une utilisation optimale du méga canal, ça correspond à la consommation domestique d'une ville de 30 000 habitants environ. Et là, dans les différents rapports, il y a une alerte qui est apparue, c'est que VNF ne sera pas en mesure de supporter le coût énergétique simplement. On ne parle pas de l'entretien du méga-canal sans se mettre en difficulté sur les autres missions qu'elle aurait sur l'ensemble du territoire et les autres canaux. Et ça, D'accord. c'est important de le dire aussi, c'est que finalement, un projet qui est censé être porté par VNF, s'il était réalisé, serait complètement toxique pour VNF en fait. C'est-à-dire que l'hydrodynamique d'un tel ouvrage Oui. nécessite de la propulsion de masses considérables d'eau pour monter, en quelque sorte, pour monter en altitude, C'est ça, c'est très avec relatif. les écluses. Avec des écluses. Et ça représente des quantités d'énergie telles que finalement, la VNF, les VNF vont se retrouver déficitaires sur l'exploitation de ce service-là, qui est celui On est d'approvisionnement. juste sur le pompage et le Oui, coût énergétique des pompages. On n'est même pas sur l'entretien et le reste. Mais alors là, une autre question un peu candide aussi, mais par exemple, le canal du Midi, lui, qui est sur le même principe, même s'il est bien plus ancien, hein, parce que je crois qu'il a plus de 2 siècles, mais il est sur le même principe de devoir être également alimenté en eau. Et pourtant, il l'était à une époque où on n'avait pas l'énergie électrique ni fossile pour lui permettre de fonctionner. Donc c'est quoi la différence? Parce que c'est une multiplicité de rivières, le canal du Midi, qui alimente. Là où le canal Seine-Nord, c'est uniquement du pompage dans l'Oise, donc tout au sud. Et ensuite, tous les biefs, donc tous les strates d'eau, il y en a 6, 7, enfin 7, pourvu qu'il y a 6 et plus. Toutes les strates sont alimentées par l'Oise qui est au sud. Et donc en fait, l'eau qui va aller au nord dans l'Escaut, dans le canal de l'Escaut, Dunkerque-Escaut, vient de l'Oise. Et donc, aussi, ça pose des questions aussi de continuité écologique, même si aujourd'hui, il y a déjà le canal du Nord qui fait ce transfert-là, qui est d'ailleurs assez préjudiciable du point de vue de la biodiversité. Oui. Là, ce sera accentué du coup, mais donc c'est de l'eau de l'Oise qui est pompée justement, parce que aussi le canal du Midi, pas forcément, vu qu'il n'y avait pas ces moyens techniques de pomper de telles masses d'eau, ça se fait avec le territoire, de la même manière que le canal du Nord actuel. Il n'y avait pas les moyens techniques de faire un pont-canal d'1,3 km pour enjamber la Somme. Du coup, il y a beaucoup plus d'écluses qui épousent beaucoup plus finalement le territoire et il n'y a pas des monstrueuses tranchées et des ponts canaux qui enjambent tout. Donc je pense que c'est aussi des perspectives techniques assez différentes. Oui, on ne l'a pas dit aussi, mais dans notre région, on fait des canaux, c'est normal dans le nord de l'Europe et aussi dans le nord de la France, on a déjà beaucoup de canaux, mais parce qu'en fait c'est relativement plat généralement, sauf on va dire un peu ici, où on enjambe 106 mètres de dénivelé. C'est pas rien quand même sur 107 km, vous avez des villages qui vont être coupés en deux, et en fait il y a une vraie colline entre les deux, quoi. Donc ça aussi techniquement, il y a évidemment le fait d'amener de l'eau d'un bassin versant à un autre, mais surtout aussi monter en altitude, ce qui impose aussi des coûts énergétiques qui sont... Ouais, ça fait une pente de 1 pour 1000 à peu près. Oui, c'est ça, Aujourd'hui, la ligne de partage des eaux, elle est au tunnel de Riaucourt, pas loin du village de Hit, mais donc c'est un tunnel. Donc la ligne de partage des eaux, c'est en gros les deux bassins versants. D'un côté, ça part bassin de l'Escaut, de l'autre, ça part bassin de la Seine. Et en haut, c'est le point. Et cette ligne-là, actuellement, on passe en dessous par un tunnel. Vu qu'un tunnel, c'est trop cher, et aussi avec des problèmes de nappe phréatique, etc., la solution technique qui a été retenue, c'est de faire une tranchée. Une tranchée de 50 mètres de profond en haut. Donc là, il y a la colline et la ligne de partage des eaux, on traverse tout droit. Donc, question subséquente à cette information-là. Donc, si on taille, on va dire, une tranchée d'une telle dimension, sur 107 km, on a quelle section?
Alors, En moyenne, on va dire. Sur Bah, c'est quand on arrive tout en haut qu'on fait la tranchée. Ensuite, sur le reste, ça dépend. Des fois, même des fois, il y a des remblais. Des fois, on va venir surélever. Le canal va être surélevé par rapport au paysage. Des fois, il va être en dessous. Ça dépend vraiment du Oui, mais on aura quand même, on va dire, un cuvelage en quelque sorte. Et donc ce cuvelage, lui, il a quelle dimension bah, le canal en tant que tel, lui, c'est 107 km de long, Ouais. 54 mètres de large, pardon. 54 mètres. 54 mètres de large. Après, on va avoir. Voilà, Dans la navigation, c'est 4,5 de profond. c'est ça. C'est 4,5 de profond. Et il y a Mais une je vous forme- invite à faire Très- du coup ce calcul-là, parce que nous l'avons fait sur le Lyon-Turin, pour avoir une idée du nombre de millions de mètres cubes Ah oui, bon, de roches excavées. Ça, c'est 78 millions. C'est 10 tunnels sous la Manche. Petit ça. tunnel sous la Manche. 78 millions. De mètres cubes de. Je vais vous donner un ordre d'idée. Moi, j'ai fait le calcul pour le Lyon-Turin. Ça correspond à 1 hectare. Vous voyez, 1 hectare au sol, 100 mètres sur 100 mètres. Pour le Lyon-Turin, qui monterait, avec de la roche, qui monterait à 2,5 km. Et là, c'est 3 fois plus. Donc, ça fait 1 hectare sur 7,5 km de haut. C'est ça. Voilà la roche qu'il va falloir ensuite recycler, en quelque sorte. Et ouais. Après, c'est des déblais. Enfin, peut-être qu'on peut préciser aussi. Ça, c'est déblais remblés. Donc, on est plus à 38 millions de mètres cubes excavés. Et ensuite, on les remet. Enfin. Ah non, non. Non c'est pas- Non, c'est 78 millions. Ah, ok, pardon. De déblais. Ok, pardon. de remuer. Oui, Mais donc, et après aussi, en termes de mètres cubes, là c'est d'eau, quand on prend la section et qu'on prend la longueur, le canal c'est 21 millions de mètres cubes, et la bassine, parce que donc tout en haut, il y a le bassin réservoir là qu'on voit, parce qu'en cas de sécheresse, il y a cette bassine qui est censée, enfin hyper méga bassine qui est censée alimenter, elle fait 14 millions, donc on maintient aussi 35 millions de mètres cubes. Oui, mais là, par contre, les promoteurs du projet vont vous dire, mais regardez, au début, ça pique un petit peu parce qu'il faut faire des prélèvements pour aller, on va dire, renflouer tous ces volumes gigantesques d'eau. Mais une fois qu'ils sont là, enfin, ils sont stockés et en quelque sorte, ils sont une sorte de crédit positif pour l'eau, puisqu'ils sont contenus en quelque sorte. Voilà, c'est pas du gaspillage. Ah, mais ils sont pas tant contenus que ça, parce qu'il y a l'évaporation, il y a des liens avec les nappes. Par Ouais. exemple, Ytre, on nous a toujours dit depuis des années, on va pas toucher aux nappes, promis, on fait attention à ça. Et en fait, factuellement, ils sont obligés d'avouer que à Ytre, notamment là où il va y avoir le village coupé en deux par la tranchée, et ben, il va y avoir des connexions entre la nappe et le canal. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de dire qu'on va vraiment avoir un canal étanche. C'est vraiment un coup de com'. Et on a des impacts très directs sur les nappes phréatiques. Et c'est la Cour des comptes qui le cite, hein, un impact direct à l'échelle régionale sur les masses d'eau. Parce que justement, cette tranchée en haut qu'on fait pour des facilités techniques, elle passe aussi au travers de la nappe. Et donc en fait, l'inconvénient de ça, c'est quand on met un canal qui se veut étanche sur une nappe et que la nappe monte, le canal monte avec. Donc ça fait pas bon ménage. Donc ils sont obligés de désimperméabiliser à ce niveau-là le canal, et donc il y a des communications qui sont très Une directes. sorte de, comment on appelle ça, D'échanges. Oui, d'échanges, d'échanges. ouais. Et il y a ça qui va se passer. Et en plus, il y a un rabattement de nappe qui est fait, c'est-à-dire qu'on va descendre le niveau de la nappe à hauteur, c'est un pompage, je crois que c'est des 22 millions de mètres cubes par an, qui sont justement drainés naturellement. Et donc ça, en gros, il y a en plus un énorme coup de com' de la Cité du Canal sur la régénération de la Tortille, qui est une rivière là-bas. En gros, on va juste drainer une nappe phréatique, ça va faire une rivière, c'est cool, mais c'est de l'eau souterraine qui va être mise en surface, quoi. Alors, moi j'ai une question du coup, c'est les agriculteurs, les céréaliers qu'il y a dans ces régions, ces territoires-là, il y a un risque quand même, parce que la fracturation des sous-sols au point de mettre en péril les nappes profondes risque de nuire à terme à l'hygrométrie des sols et donc à leur fertilité, hein, à leur productivité. Donc quelque part, il y a un danger réel. Ils ne se posent pas la question. Il n'y a pas eu, en quelque sorte, un besoin d'être assuré par la profession céréalière. Ils ne se posent pas la question, mais d'autant plus que de toute façon, depuis quelques années, on est déjà en sécheresse, en fait, dans les Hauts-de-France, sans ce canal qui va amener toute l'eau à la mer. En plus, de plus en plus, c'est des Hollandais qui achètent des terres, en fait, dans les Hauts-de-France pour pouvoir faire, par exemple, la vallée de la patate. Donc, on va faire plein de patates, tout en industriel. Et on va dire qu'ils ne se sont pas préoccupés de ce genre de choses. Eux, ce qui les intéressait surtout, c'est de pouvoir récupérer le canal du Nord pour en faire des bassines, de pouvoir prendre dedans ensuite. Mais ça aussi, enfin, on sait très bien par plusieurs
plusieurs études qu'on a pu avoir que de toute façon, des bassines comme ça à la surface, ça va encore la catastrophe, quoi. On ne pourra jamais tenir très longtemps. Donc, si je comprends bien, là, on a pour une activité économique particulière qui est celle soit des céréales, soit des patates, ce n'est plus des agriculteurs au sens traditionnel, c'est des grands consortiums qui font des placements, c'est des entreprises de spéculatives, de placement de fonds internationales qui spéculent sur la production céréalière ou de patates, qui se disent on va aussi récupérer, on va dire, le canal du Nord pour en faire comme stockage. Enfin bref, c'est un business model en quelque sorte qui préempte tout sur son passage en quelque sorte. Tout ce qui est céréalier, etc., ils ont prévenu que si jamais vous parliez de péage tout à l'heure sur le canal, s'il y a un péage sur le canal, personne ne le prendra. C'est ça le risque, c'est que PNF et Géoco. le risque. Moi, je suis à la commission agriculture à la région Hauts-de-France. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais les agriculteurs sont plutôt inquiets par rapport à ce canal sur les retombées économiques. Moi, si je pouvais parler de quelque chose, je parlerais surtout de l'impact socio-économique du canal, parce que c'est vrai que méga canal non merci, ou c'est ça, un méga canal non merci, excusez-moi, le fait très bien sur les aspects environnementaux qui sont vraiment catastrophiques par rapport à l'impact de ce projet sur tout ce qui va être extraction des terres, comme vous l'avez dit, sur l'impact hydrologique de la région, etc. Mais sur l'impact socio-économique aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce canal, il ne va pas seulement exporter, il va aussi importer. Et en vérité, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça va surtout favoriser les grands producteurs des régions du Nord. Il faut écouter ce que dit Xavier Bertrand. Lui, son objectif, c'est de favoriser le port de Dunkerque. Voilà pourquoi il fait ce canal. Il veut que le port de Dunkerque devienne un grand port comme le port du Havre. Voilà, c'est ça son objectif. Donc, à partir de là, il va mettre tout en œuvre pour pouvoir mettre en place ce canal. Donc, ça fait des années qu'il fait des pieds et des mains pour que ça se mette en place. Au départ, le maire du Havre, qui était au gouvernement, s'est opposé au projet, puisqu'en fait, l'enjeu est là. L'enjeu est un enjeu de pouvoir, sur le port de Dunkerque, contre le port du Havre. Donc, une fois que Édouard Philippe a laissé la main, c'est là où ça s'est débloqué au niveau du gouvernement qui a dit « Ok, on y va ». Soi-disant, il y a effectivement l'Europe qui va suivre, à savoir que quand même, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a eu dans le rapport des comptes 2230 millions, en fait. C'est des chiffres tellement énormes que, en fait, même à les lire, des fois, on ne sait même plus. 300 millions accordés. Sachant que la région Hauts-de-France garantit les emprunts faits à la Banque européenne. Nous, on a voté là récemment le budget à la région. Il y a eu une garantie qui a été faite sur déjà plusieurs millions d'euros. 8 millions, voilà, 16 millions. Et pour le BEI, 330 millions, sachant que pour l'instant, le prêt n'est pas encore débloqué. Hein, il n'y a pas encore de fonds qui ont été débloqués par rapport à ça. Sur une région qui est déjà gravement endettée. En fait, on a un encours de dette qui est passé de 3,26 millions en 2024 à 3,83 millions en 2026. Milliards. Milliards, pardon, excusez-moi. Milliards, merci. Et donc, un endettement par habitant de 536 euros par an. Voilà, par habitant, qui est passé à 600 en 2 ans, d'accord ? Une capacité d'endettement qui est autour de 11-12 ans, sachant que les seuils d'alerte, ils sont à 10-12 ans. Donc, en fait, on a une région qui déjà est prise à la gorge par rapport à son endettement. D'ailleurs, Xavier Bertrand, quand la Cour des comptes est sortie, il faut analyser ce qu'il a dit, puisqu'il a fait une présentation pendant presque 1 heure au Conseil régional des Hauts-de-France, et c'est filmé, vous pouvez le retrouver en ligne.
où il dit que lui, il savait qu'effectivement, ça ne serait pas autour des 4-5 milliards qu'on avait dit au départ, sachant qu'aujourd'hui, on est déjà autour des 7-8 milliards, et qu'il sait très bien que ça coûtera 10 milliards, et que c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait, c'est que tout le monde se mette autour de la table et se dise « Ah bah effectivement, il va manquer de l'argent, donc maintenant, il faut qu'on mette tous la main à la poche. » Donc voilà ce que Xavier Bertrand dit. Son objectif, c'est de faire en sorte que ce soit financé effectivement par l'Europe et par l'État français. Il le dit lui-même, hein. Il faut bien l'entendre sur ça. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, il y a ce risque par rapport à ce canal d'avoir demain plutôt de l'importation massive des céréaliers, puisque en réalité, moi j'ai rencontré la direction du canal Seine-Nord, qui nous ont invités, nous les élus, à les rencontrer, et qui disent qu'au niveau du report modal de la route sur le canal, ce sera à 10%. Et encore, les études montrent que ce ne sera pas 10%, ce serait 5%, et encore. Et en plus, de toute façon, si on continue à importer massivement des choses, ça sera une goutte d'eau, puisque finalement, il y aura un léger report modal, et encore, et on va continuer à importer massivement. Donc les routes ne seront pas désengorgées de toute façon, ça c'est un mensonge. Et aujourd'hui, on a un président de région qui se bat pour avoir ce projet, et qui est aussi président du comité de surveillance du canal Seine. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ah oui, en termes de Donc on a confidentialité. là, en termes de parti pris, je pense que vraiment, il y a des questions à se poser aussi par rapport à ça, et que clairement, vu la politique qui est menée dans la région des Hauts-de-France par Xavier Bertrand, son objectif, c'est de favoriser là ponctuellement les grosses industries du BTP. Enfin, vous l'avez dit, hein, ça a été dit, je répète, mais et à terme les grosses industries de la logistique, au final. Moi-même, je pense, pour en avoir discuté beaucoup aussi avec Valérie François sur tout ce qui touche au ferroviaire, c'est qu'il y aura surtout de la concurrence sur le fret ferroviaire. Alors, j'ai une petite question technique. C'est que on se rend bien compte qu'il y a une petite guerre de chapelle, hein, entre Le Havre et Dunkerque. Mais Le Havre, a priori, a été choisi comme point de terminal gazier pour les approvisionnements en gaz venant notamment des États-Unis. C'est ce qui avait été l'objet des discussions d'un précédent gouvernement et qui avait été acté dans ce sens. On se dit, en quoi le fait de développer Dunkerque apportera, on va dire, un surcroît d'activité. Ça va être un report d'activité du Havre vers Dunkerque. Donc, qui peut, au prix environnemental, social et économique gigantesque que vous présentez là pour ce projet, trouver qu'il est pertinent, finalement, de ne faire tout cela que pour un report, en quelque sorte, d'une ville, d'une métropole à une autre, d'un pôle économique à un autre pôle économique. On ne crée pas de richesse, d'après les modèles que vous décrivez là. Hein. Non, du tout. Et puis Dunkerque, enfin, on va dire, c'est plus un argument un peu fallacieux. Dunkerque va pas vraiment grandir va plutôt dépérir par ce canal. Parce qu'en fait, c'est comme, je sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça va être des géants néerlandais qui, eux, sont très de chez près, ne vous inquiétez pas, qui vont descendre et qui vont rafler tout. Donc, en fait, Dunkerque et Le Havre seront plus perdants. Même la France, en fait, en tant que telle, sera perdant par rapport au commerce, etc. Parce qu'en fait, on ouvre tout l'axe de Seine à la concurrence néerlandaise, etc. Et avec ce là ça va être une catastrophe. Alors qu'on est en train de mettre des investissements sur l'axe de Seine, même vous le disiez dans votre rapport de COI qu'il fallait faire de la préservation et vous avez appelé ça modernisation et régénération et modernisation. Voilà. Un peu partout et de l'existant, voilà, totalement. Et là, on va mettre... alors, en effet, pour l'instant, on est à 7 milliards. Alors, comme en effet,
Ça disait, en gros, il y a quand même 2,2 milliards d'emprunts qu'on appelle l'emprunt bouclage. Voilà. Donc au départ, on était à 840 millions. Donc là, on arrive, et ça, c'est encore une fois, c'est en dehors COI, hein, évalué à 840 millions au départ et à 2,25 milliards maintenant à l'heure d'aujourd'hui, et c'est qu'un début. Donc ça, normalement, ça n'est plus directement sur les sous de l'État. Donc sur les contribuables, on aurait besoin de... ça pourrait nous suffire pour, on va dire, quasiment remettre la moitié du réseau à neuf. C'est les milliards. Du réseau fluvial. Du réseau fluvial, oui, en entier, hein, bien entendu. Et encore, moi, j'ai relevé quelques que vous avez vous-même d'ailleurs trouvé, c'est qu'il y a 1,8 milliard pour des ouvrages d'art dans les Hauts-de-France pour pouvoir revoir, si on veut vraiment utiliser ce canal, 1,2 milliard par rapport à Magéo. Oui, on pense qu'il y aura encore au moins 1 milliard d'emprunts à faire. Donc on se retrouvera avec au moins 3 ou 4 milliards de plus. On arrivera facilement à 11 milliards. Enfin, juste pour répondre à cette question, moi qui interviens régulièrement devant Xavier Bertrand pour essayer de comprendre, essayer d'exposer les arguments qui ne sont pas les miens, qui sont ceux des opposants, qui sont ceux des personnes qui ont fait des recherches, des personnes qui vont vivre cette problématique parce qu'ils sont sur le tracé. Ils vont se retrouver... On a des agriculteurs qui sont retrouvés avec des fermages coupés en deux. On a des habitants qui vont se retrouver avec des tranchées de 40 mètres de profondeur près de leur village. Enfin, on a des gens qui vont se retrouver près de la retenue de l'Alouette avec une retenue de près de 40 mètres de haut, avec le risque peut-être qu'un jour ça cède, on ne sait pas, et que ça inonde tout le bassin de la Somme. On a les gens qui vont vivre près des ponts canaux. 3 ponts canaux, quand même, c'est quand même... Enfin, ok, alors, ce que dit Xavier Bertrand, c'est est-ce que la France est encore capable de faire des grands projets? C'est un projet qui a été rédigé dans les années 70, voilà, remis peut-être au goût du jour dans les années 90, on va dire, mais à une époque où on n'était pas dans la même époque. C'était une époque d'hyper-industrialisation. On sortait du grand remembrement et on était en plein dans l'explosion de l'agriculture intensive, etc. Les grands chantiers. Les grands chantiers, voilà. Ok, à cette époque-là, bon, peut-être que... et encore, je pense qu'il n'a jamais vu le jour parce que les gens se sont dit, mais voyez pas le coût énorme que ça va avoir, ne serait-ce que financièrement. Et c'est de l'argent public, c'est pas de l'argent qu'on met pour les habitants, c'est de l'argent qu'on met pour des intérêts privés. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce que ces milliards d'euros, ils vont servir le public, cet argent public? Non, il va servir des intérêts privés. Donc ça aussi, au-delà du fait que c'est un projet daté, parce qu'on est à l'ère du réchauffement climatique et qu'il nous faut de l'argent justement pour lutter, ne serait-ce que pour les effets du réchauffement climatique. Ça a été dit, mais la région des Hauts-de-France, c'est une région qui est très sujette à la sécheresse et aux inondations. Allez voir les habitants du Pas-de-Calais. Allez voir les agriculteurs en août, quand il y a la sécheresse. On a là des risques de submersion aussi sur les côtes. On a quand même une centrale nucléaire, hein, voilà. Donc il y a tout cet argent dont on a besoin pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. On veut le mettre dans un projet qui va servir demain des intérêts privés. Et qui va être une catastrophe environnementale et dont personne ne veut. Enfin, je veux dire, même BNF n'en veut pas. Ils y vont reculons. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je pense qu'on a une personne, qui est Xavier Bertrand, qui a décidé qu'il allait faire ce projet. Et demain, si la région décide que le projet ne se fera pas, eh ben, ça ne se fera pas. Ou si l'État bloque en disant... à Xavier Bertrand, c'est bon, on arrête parce que là, c'est pas possible, ça ne sera pas. Mais là, je pense que tout retombe d'une personne. Ouais. C'est Xavier Bertrand qui a décidé qu'il fallait... son idée d'être candidat voilà. à la présidentielle. Parce que ça lui donne cette stature, il faut le dire. Il le dit lui-même en plaisantant à la dernière plénière régionale. On va encore dire que ça me prête des intentions. Mais bien sûr. Bien sûr que c'est parce qu'il est dans un costume où il veut être présidentiable et donc se donner cette capacité de dire « je suis en capacité de mener des grands projets ». Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre explication. Il
Mais c'est quand même étonnant qu'on en arrive à un stade où finalement une certaine classe politique peut imaginer que sa reconnaissance par le public, par les électeurs, par les Françaises et les Français, passe par sa capacité à aller mobiliser des sommes considérables d'argent public pour en nourrir des intérêts privés et concomitamment par la destruction de l'environnement dans des proportions phénoménales et que tout ceci fait en quelque sorte le prestige nécessaire à pouvoir prétendre aux fonctions suprêmes de notre pays. Enfin, ouais, vous voyez, ça me fait bizarre de ce genre de cette logique. L'écologie, mais c'est aussi tout ce qui est école. Et en plus, au détriment, effectivement, des services publics, puisque c'est de l'argent public qui n'ira pas dans les services publics, Oui, pour le la coup. région, mais quand même 1 milliard. Pour une région comme la Haute-France, qui est alors ça, Mais- qui connaissent ce que moi sur le sujet, on est quand même un peu endetté déjà. On va remettre 1 milliard dans un canal alors qu'il y aurait tellement de choses à faire. Mais quelqu'un n'est pas en mesure d'aller dire à ce monsieur Bertrand, il y a quand même un problème, c'est que les Français, ils voteront pas pour un type qui a gaspillé autant d'argent public pour un truc inutile, écocide, ruineux. Non, mais et qui en plus lui fait perdre des électeurs, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces territoires et qui comprennent maintenant le péril, la menace extrême dans lequel ils sont. C'est pas tous des investisseurs néerlandais. Moi, j'ai rencontré des pense que là-dedans- conseillers départementaux de droite qui sont impactés. Et, Je pense que là-dedans, il y a quand même un peu une phénomène d'addiction au jeu, dans le sens où on a promis monts et merveilles à une région pendant 30 ans, à ne rien faire socialement, et à dire, vous inquiétez pas, le canal arrive. Ne vous inquiétez pas, les 50 000 emplois sont là. Ne vous inquiétez pas, on va désaturer là. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Et donc en fait, on est dans cette typologie où Xavier Bertrand, en effet, a énormément mobilisé cette rhétorique, mais tout le monde est dans le même bateau aujourd'hui. Les maires sont dans ce bateau-là. Les gens commencent à se poser des questions, mais quand tu as dit à tous tes administrés, mais non, mais t'inquiète pas, il y aura moins de camions, t'inquiète pas, il y aura des emplois. Mais en fait, tout le monde est dans ce grand bateau de gens qui commencent à ne plus croire, mais à ne plus vouloir perdre la face. Et c'est aussi ça qui se joue et qui est très fort en ce moment, c'est qui craquera en premier, parce que personne n'y croit. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on revienne à comment le projet a été financé en 2019. Donc en 2015, Édouard Philippe signe une tribune contre le projet de Canal Seine-Nord Europe. En la lisant, ça pourrait être méga canal non merci qu'il a écrite, mais littéralement, 2017, il arrive Premier ministre, il arrête le projet. En 2017, Xavier Bertrand fait un caprice, une mobilisation politique, on l'appellera, où justement le oui au canal, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, gouvernement Philippe en 2017, qui est au compte public de l'État, l'État qui refusait de s'engager depuis très longtemps, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui arrive de la région Hauts-de-France où il était vice-président au transport. Donc, on a Xavier Bertrand et Darmanin qui sont allés main dans la main faire une réunion avec Édouard Philippe et Elisabeth Borne qui était ministre des Transports. Et ils ont signé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le financement a été bloqué à un montant qu'on savait tous faux. Parce qu'en 2013, quand le projet est arrêté, le projet il est évalué à 7 milliards. Il y a un rapport de l'inspection générale des finances qui est commandé, le rapport Masson-Levitsky, qui dit « reporter à une période économique favorable ». Le ministre des Transports de l'époque envoie une lettre de mission à Rémi Pauvros, qui était député PS du Nord à ce moment-là, en lui disant, mais la phrase est magistrale d'ailleurs, c'est « bien que je partage les conclusions du rapport », en même temps il n'allait pas dire que l'inspection générale des finances était débile, mais bien que je partage les conclusions, je ne m'y fais pas. Trouvez-moi un autre moyen. Et donc là, Rémi Pauvros trouve un autre moyen, il enlève 3 milliards magiquement, on est revenu exactement au même montant qu'en 2013. Donc, c'était factice, tout le monde en était conscient, et on est dans le même jeu de poker menteur, en fait. C'est une fois que c'est signé, on est bien. Et en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que, a priori, les personnes, les députés et la politique nationale a quelque chose à jouer là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Cette rhétorique de casser la marche arrière, c'est depuis 2022. Il a cassé la marche arrière depuis 2022. Mais là, il y a un vrai truc qui se joue en ce moment, c'est qu'il signe les contrats, et il veut boucler l'encre. Là, il y a les marchés de 600 millions d'euros qui sont signés. Et l'emprunt, qui est donc de 2,35 milliards, quand il sera signé et que donc, ce sera une collectivité, donc soit l'État, soit la région de France qui sera garant, ce ne sera pas la même affaire pour l'arrêter. Et donc, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un pressing monumental qui est en train d'être fait avant que les masques tombent. Avant que les masques tombent, on s'engage, on s'engage, on s'engage, on s'engage. Et une fois que tout le monde aura mis les 10 milliards, eh ben, on est tous pris. Et c'est ce qui était décrit. On met tout le monde autour de la table, on les fait s'engager sur une promesse
Personne n'y a jamais cru aux 50 000 emplois. Personne n'a jamais cru aux 1 million de camions en moins. Personne n'a jamais cru aux 5 milliards. Mais maintenant qu'on est tous pris dedans, il faut garder la face. Et on creuse, et on creuse, et on y va. Et en fait, il y a ce jeu-là, vraiment presque, qui se joue, qui est très fort, qui est très visible, et qu'il faut vraiment mettre en lumière. Et là, il y a un moment charnière en 2026, où soit on dit stop, on arrête les bêtises maintenant, soit on va tous dans un emprunt mortifère. Par là, c'est vraiment le baiser de la mort qui est en train de se passer. Et politiquement, Bertrand, il n'a pas de temps à perdre. Parce qu'en fait, quand le projet il sera fini, on sera en 2040. En 2040, il sera où, Xavier Bertrand? Il sera bien loin. Tu fumeras peut-être des pissenlits par la racine. Non, mais, exactement. Ou une retraite à Anvers, dans la logistique peut-être. Mais donc, il sera déjà bien loin. Et donc, il y a ce jeu-là qui se joue. Et après, économiquement et socio-économiquement, je pense qu'il y a un vrai sujet à pointer du doigt, hein. Où sont les retombées économiques? Où sont les retombées économiques? Ces trois typologies de et je pense que ça fait le lien aussi avec la question portuaire qu'on avait tout à l'heure. Ces trois typologies de marchandises qui sont là. Les granulats, les céréales, aujourd'hui sont déjà transportés par le fluvial, c'est déjà rentable. Mais c'est vrai, il y aura une petite marge, une petite économie d'échelle qui sera faite en fonction des péages, ça on ne sait pas, mais les géants du BTP et des céréales, ils ne vont pas cracher dessus, hein. Si on a 2 € de moins à la tonne, on a 2 € moins à la tonne et en avoir. Mais aujourd'hui, c'est déjà rentable. Aujourd'hui, les céréales dans les Hauts-de-France sont déjà transportées par voie navigable quand c'est possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par contre en se créant une plus faible marge, un plus faible coût de transport? On permet de transporter plus loin, vers des ports qui sont plus efficaces. Manque de bol, c'est pas Dunkerque qui est le champion du monde en termes de céréales. C'est Gand. C'est le port belge de Gand. On a un retard irréfragable par Là. rapport à certains Et donc, ce qui va se passer, de l'Europe du Nord. si le coût de transport est moins cher, on peut aller plus loin. Eh ben, on va aller à Gand, parce que là, pour le coup, l'efficacité portuaire est bien plus importante. En termes de granulats, là, c'est beaucoup plus local. On ne va pas importer, exporter des granulats, c'est vraiment des carrières, etc. Et après, c'est les conteneurs. Et là, ça, c'est un peu pareil. Oui, non, mais ça, c'est les conteneurs avec les échelles. Mais par contre, ce qui se passe avec le port à conteneurs qui est intéressé, c'est Anvers. C'est toujours pas Dunkerque. Dunkerque, il n'y a toujours pas de conteneurs. C'est Anvers, là, qui y gagne. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas rentable en temps de paix. Par contre, ce qui se passe avec le Havre, c'est que vous voulez bloquer. Ben, on passe par Anvers. On va payer un peu plus cher, peut-être, ce trajet-là. Mais on a une voie de sortie. On a cette voie de sortie. Et donc, là, il y a un jeu de rapport de force du travail contre le capital qui est à souligner. En fait, si le Havre n'est plus la seule porte d'entrée pour Paris et qu'on a une desserte directe très forte entre Anvers et Paris, c'est des rapports qui se reconfigurent. Et que la droite est plutôt contente de reconfigurer dans ce sens-là. Et donc, parce que oui, les ports du Nord, en ce sens, sont les bons élèves de la logistique. On le voit, hein, c'est Maersk et Hapag-Lloyd qui dernièrement ont dit que leurs feeders, donc les méga bateaux, s'arrêteraient plus au Havre, allaient directement aller à Anvers. Donc c'est ces dynamiques-là qui se jouent. Et donc en fait, en termes de retombées socio-économiques, on est nulle part. Et après, là, je pense qu'on ne va pas digresser pendant 1000 ans sur les emplois, mais il faut s'y pencher sur comment on sort le chiffre de 50 000 emplois. C'est de la magie, mais littéralement. C'est-à-dire qu'on part de 6 000 emplois directs qui, bon, ça c'est difficile à remettre en perspective et tout, mais les 6 000 emplois directs font 15 000 emplois indirects. Magie, on a un doublement des trafics, donc triplement des emplois. C'est comme ça qu'on va. Mais quand on regarde les 6 000 emplois directs qui sont à la source du ruissellement, en fait, les 6 000 emplois directs, c'est 2 000 dans la batellerie. On n'arrive déjà pas à recruter. Pourquoi on recruterait plus? C'est 2008, c'est 3008 dans la c'est 2005. Bon, bref, faudra faire le complément. Dans la logistique, pareil, là, c'est sur des hypothèses, mais qui sont délirantes. En termes d'emploi à l'hectare de l'entrepôt, c'est x2. Et en plus, on sait très bien que les entrepôts logistiques seront alimentés par camion. Donc en fait, on va juste... Comment? Oui, non mais c'est ça. Donc en fait, l'emploi logistique, on est sur des hypothèses littéralement 2 à 3 fois plus importantes que ce qu'on constate dans la réalité. Donc, 0 emploi en batellerie, on divise par 3, c'est de la logistique. Et ensuite, c'est 700 dans le tourisme fluvial. J'ai beaucoup de respect pour ma région, mais 700 emplois dans le tourisme fluvial, ça fait beaucoup, alors qu'on a déjà des voies navigables. Hein. Donc pourquoi on aurait beaucoup plus de tourisme fluvial sur un méga canal plutôt que sur des petites voies bucoliques? C'est pas certain. C'est pas la croisière sur le Nil non plus. C'est ça, c'est pas certain. Donc, en fait, il n'y a que des emplois dans la logistique qui seraient créés dans des proportions bien plus faibles que ce qui est annoncé, alimentés par du routier. Et après, en plus, on peut questionner la trajectoire sociale qui est poursuivie. Donc, en fait, l'emploi, mais c'est la plus grande
fumisterie du projet. Il faut juste trouver une raison au projet. La Oui, désindustrialisation. un ça a prétexte, avancé. un prétexte à couler du béton et à creuser des trous. Un prétexte à Parce faire que ça nourrit, comme l'ensemble des autres projets que nous avons examinés aujourd'hui, ça nourrit le monde du BTP. Ouais. Et eux n'ont absolument aucun état d'âme, ni sur les emplois détruits, ni sur l'environnement massacré, saccagé, ni sur les millions de mètres cubes de roches qui artificialisent ensuite les centaines ou les milliers d'hectares qui sont ainsi stérilisés et dénaturés. Ce n'est pas leur problème. Non, si même ils peuvent être payés pour le déconstruire, ça va pas les gêner. Ah oui. Et il y a des fois, ils ont même une telle capacité de nuisance avec des projets aussi inutiles, ruineux et écocides, qu'on en serait presque venu à se dire, ce monde économique et politique-là est tellement corrompu qu'on serait presque comme contribuable, prêt à leur donner l'argent pour qu'ils ne fassent rien. Vous voyez ce que je veux dire? Raquettez-nous, mais surtout, ne donnez pas un coup de pelleteuse et ne donnez pas un coup de pioche. Mais je pense qu'il faut souligner là actuellement dans ce qui se joue, c'est sur cette question-là de financement, etc. Xavier Bertrand, certes, il a un peu mis tout le monde dans son bateau, mais il est possible aussi de l'arrêter parce que c'est ça, les financements de la région ne sont pas au go fixe et les ports intérieurs doivent être financés par les collectivités locales. On a déjà, je crois que c'est Nel ou c'est Noyon. C'est Nel ou Noyon, une des deux, qui est déjà dans le rouge et qui a déjà dit on ne pourra pas financer. Enfin, le port intérieur, vous ne verrez pas. Il y a même des collectivités locales, des agglos, en fait, qui financent le projet. Alors, le tracé n'est même pas... Ah oui, mais on a eu la même chose sur d'autres, sur le GPSO. On a des communes, des collectivités qui sont mises à contribution d'un projet qui ne les concerne pas en réalité, dans lesquels ils n'auront aucun bénéfice, mais pour lesquels d'ores et déjà ils payent alors qu'on n'est même pas sûr qu'il sera réalisé. Donc vous voyez en quelque sorte comment il y a une sorte de provision qui est imposée aux collectivités territoriales. Et je pense que là, il y a effectivement un motif à aller alerter l'ensemble des élus en leur disant « mais vous êtes d'accord avec ça ?» Et aussi le garant final des emprunts, de tout ce petit jeu, là, de ces trublions, c'est l'État. C'est-à-dire que si pour le coup l'État met un coup d'arrêt au projet et dit bon on arrête les bêtises, comme le Rhin-Rhône en 97, c'est l'État qui l'a arrêté. L'État, certes, s'est fait un peu embarquer voilà, avec ces petits arrangements, mais aujourd'hui si l'État dit on arrête les conneries et vos emprunts, parce que la région Hauts-de-France, elle est déjà portée garante de l'emprunt de 2,3 ? Oui, Ils l'ont bouclé, non ? voter là... Ah, bon, ben voilà. Donc, il y a quand même cette question-là de si la région de France craque, qui va combler, etc. Je pense que l'État a quand même un rôle aujourd'hui, déjà, et engagé à hauteur d'1 milliard d'euros. Et en plus, après, sur la question des emprunts, etc., c'est un peu quand même l'arbitre qui va siffler ou non la fin de partie. Et donc, il y a peut-être un enjeu aussi là-dessus, au bout d'un moment, dire, en tant qu'État, peut-être que là, il faut dire stop. D'accord, bon, vous voyez... Une petite question. On a combien de pourcentage à peu près des travaux? Moins de 1%. Ouais. Il y a pas un seul mètre du canal qui a été creusé. Ils ont terrassé un peu l'écluse. C'est des études, quoi. On est au béaba. Les bateliers, ils vous disent si en 2040 on l'a, c'est bien. On est très conscient du fait que c'est extrêmement dur, extrêmement long et qu'il y a des gros problèmes politiques au-delà de ça et qu'on va jamais être canon. À titre de comparaison, le Rhin-Main-Danube en Allemagne, qui est à un gabarit légèrement inférieur, c'était 40 ans de travaux. Donc bon. Par contre, ils ont déjà commencé les travaux préparatoires et ils se sont assurés sur le tracé du canal d'abattre même des zones d'arbres Voilà. qui n'étaient pas concernées, le cas où il y aurait eu de l'écureuillage qui empêche la... Ils ont la même stratégie pour tous les... Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette série d'auditions qu'on vient de mener, c'est que c'est pas les singularités des différents projets qui nous intéressent, c'est qu'à la fin, il y a les mêmes modes opératoires, les mêmes prédations, les mêmes captations d'argent public avec des projets qui n'ont aucune justification socio-économique. Vous voyez? Et ils sont tous les mêmes, ces projets. Ils ont tous... Et en plus, si vous voulez, ils ont les mêmes éléments de langage. Je vous prends par exemple le cas de Lyon-Turin, où finalement on creuse la montagne, on se retrouve avec des quantités phénoménales de gravats, et qu'est-ce qu'on dit? On va revégétaliser en quelque sorte cette roche en la mixant avec... Et bizarrement, il y a d'autres projets où on nous dit exactement la même chose. On se dit, tiens, ils se sont passés le mot et ils ont des solutions pour tous les ravages environnementaux. Il y a des compensations monoculture. Vous y aurez droit, vous aussi, j'imagine. Mais c'est déjà ça, hein, sur les remblais, ils plantent des arbres, ils sont en mode... Le plus beau là-dedans, c'est quand même à Longueuil-Annel, il y a la rivière Oise qui était sur le tracé du canal, pas de chance pour elle, donc ils l'ont déplacé. Ils ont creusé un autre lit et le canal débouche dans la rivière Oise. Et l'ancien lit, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont mis de la terre dedans, ils ont coupé tous les arbres et ils ont dit ça fait une zone humide.
Et c'est une compensation. C'est officiel. C'est atroce. C'est officiellement une création de zone humide. Bon, je crois que là, vous voyez, on a là une échéance qui arrive, qui est celle de 2027. Et je pense qu'il faut que, quels que soient les candidats, il faut qu'il y ait des candidats qui se prononcent sur ces grands projets et qui prennent une position en disant qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on continue, on va dans le mur, on continue, on va à une forme de suicide quelque part. Moi, c'est mon point de vue. Ou bien on dit stop, on arrête, on a assez fait de bêtises comme ça. Ça va trop loin, cette histoire. Oui, bah surtout que là, pour ce projet-là, il y a aussi le risque sur l'agriculture des Hauts-de-France, voire de la France. Moi, je pense que ça sera, si le projet arrivait à terme, très simplement dans très longtemps, ça ne favorisera pas l'agriculture française qui est déjà en difficulté aujourd'hui. Effectivement, c'est le même logique des verrouillages et tout dans les deux. Non, mais oui, c'est aussi l'agriculture, il y a toujours cette question-là avec 15% du budget du canal, on pourrait réhabiliter tout le réseau fluvial français. Tout le réseau fluvial. On a le plus grand réseau fluvial d'Europe. Il est en perdition totale. VNF a plus un euro. Et il nous faudrait juste 15% pour sauver VNF. Donc finalement, vous voyez, votre conseil à toutes et tous ici autour de cette table, c'est de dire ce rapport du Conseil d'orientation des infrastructures met l'accent sur le fait que la régénération doit l'emporter sur les méga-projets, le temps des choix, hein, c'est le sous-titre de ce rapport, qui n'a qu'une vertu, c'est celle d'éclairer. C'est un avis qui éclaire, on va dire, les prises de décision politiques. Il faut que les responsables politiques s'en inspirent en disant oui, la régénération est une urgence et une priorité avant même d'aller donner des coups de pelleteuse pour aller ravager un environnement déjà largement fragilisé depuis des années dans notre pays, parce qu'on a là un potentiel déjà d'exploitation qui est largement suffisant pour répondre aux besoins économiques qui servent d'alibi aux autres grands Et projets. la régénération est faisable. C'est aussi ça. Oui, moi, c'est mauvais connaisseur de vos canaux. Non, mais avec les budgets, la régénération est faisable. Et en plus, c'est des trucs aujourd'hui qui sont absurdes. C'est-à-dire sur des canaux où il y a du trafic, il y a de la demande, etc. Il y a des bateliers, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Par contre, par exemple, on n'entretient pas une écluse qui, à cause de la poussée des terres, devient trop étroite, les bateaux passent plus de trafic, on passe sur la route. Et ça, mais on l'observe partout dans les Hauts-de-France. C'est absurde, c'est catastrophique. Et refaire une petite écluse pour éviter la poussée des terres, c'est pas creuser un nouveau canal. Pourtant, on le fait pas. Et depuis, parce que c'est aussi ce truc-là de mort programmée du petit réseau pour dire, regardez, ça marche pas. Il faut un grand. Ça fait des décennies qu'on fonctionne comme ça. Le ferroviaire, Quand on a envie, on va dire, de massacrer tel ou tel service public, on le laisse dépérir au point qu'à la fin, finalement, on n'a plus qu'à les quérir. Il ne fait plus les services, donc... Voilà, exactement. Ouais, carrément. Vas-y. En fait, moi, c'était pour conclure. Je pense qu'il faudra qu'on parle des recours juridiques, de l'alternative et des futures mobilisations. Et je pense que vous y pourrez faire. Mais là, par contre, on va plus avoir le temps parce qu'il est 16h20. Il faut qu'on y aille. Et je ne sais pas, mais on va peut-être se dire qu'on fait un mot de conclusion. Mais ce qui ne veut pas dire que les auditions se terminent là et on a encore de la disponibilité dans les temps qui viennent pour faire d'autres tables rondes, d'autres auditions avec des thèmes plus ciblés si vous le souhaitez. En tout cas, nous, on est à votre disposition sur ces grands projets inutiles, ruineux et écocides. Moi, j'aurais juste avoir l'aide de justement celui de tous les députés pour remettre en avant que c'est un établissement public local, la Société du Canal Seine-Nord Europe. C'est quand même quelque chose d'assez unique, si j'ai bien compris. Normalement, on demande à des fonds privés d'aider, etc. Et on demande à l'État aussi de rentrer un peu plus dans l'établissement. Donc moi, j'aimerais bien qu'il recherche par les députés, savoir pourquoi on reste dans cet établissement local et public. Ouais, EPL. Oui, c'est ça. Alors là, j'avoue, je ne sais pas trop pourquoi c'est ce montage-là qui a été C'est le choisi. projet qui est comme ça. Je pense qu'ils ont trouvé en quelque sorte la fenêtre pour passer avec une construction, en quelque sorte, de gouvernance et financière qui s'affranchissent justement de la consultation, par exemple, des populations locales. Parce que finalement, si toutes les collectivités prétendent être partenaires, eh ben, c'est comme s'il y avait une sorte de consultation et les représentants élus, finalement, se substituent à toute consultation locale. Déjà, ça, c'est pour l'aspect démocratique, prise de décision. Et puis ensuite, pour la question du financement, ça permet de mettre tout le monde à contribution. Donc finalement,
tout le monde est co-solidaire en quelque sorte d'un projet qui pourtant n'a eu aucune validation démocratique. C'était une condition de relance aussi. C'est une question surtout très politique parce qu'en fait, quand tu passes en EPL, c'est les collectivités locales qui reprennent la main sur l'État. En fait. Et donc, c'est des personnes qui ont pris la main sur le projet. C'était la condition pour que l'État, justement, finance. En gros, ils ont dit t'inquiète pas, je gère tout. C'est moi qui prends les rênes. Ouais. C'est moi qui prends les rênes, je gère tout. Et juste, tu signes le chèque de 1 milliard. Et nous, on fait le reste. Et donc, en fait, c'était vraiment même une condition de l'État qui voulait pas de ce projet, en fait. L'État a dit vraiment gérez votre affaire, ça a l'air d'être un bourbier. Et donc, ça s'est passé comme ça, clairement. Mais tous ces grands projets, là, par constriction successive, vous voyez, c'est-à-dire par effet de cliquet successif, dès qu'il y a une petite marge de manœuvre pour que des politiques locaux, des petits barons locaux, par exemple, fassent valider tel ou tel aspect du projet, ils le feront avancer avec à chaque fois l'argument qu'il n'y a pas de retour possible. Le coup est parti, ou on est déjà trop avancé, ou on a trop dépensé. Vous voyez ? Et cette constriction-là, cet effet cliquet, fait qu'à chaque fois, on se retrouve de plus en plus pris au collet, en quelque sorte, sur le plan des finances publiques, sur le plan des autorisations, des contournements de tout ce qui est environnemental, etc. Donc voilà où se situe en réalité le combat qu'on va avoir à mener âpre d'ici qu'on puisse imaginer changer ce dispositif, ce système en tout cas. En parlant de combat, on peut vous inviter du 9 au 12 juillet dans les Hauts-de-France. On fait une grande manif qui a pour vocation de rassembler plusieurs milliers de personnes. Et c'est vraiment l'idée de faire un rassemblement à la fois populaire, mais aussi hausser le ton, parce que ça fait... Ah bah oui, bien sûr. Et donc voilà, si vous êtes dans le coin... Eh bien écoutez, envoyez-moi l'invitation, ce sera avec grand plaisir, puisque c'est exactement ce que je disais à vos collègues de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, en disant le combat ne s'arrête pas à une audition, hein, c'est important parce qu'il faut que les gens soient informés de ce qui se passe, mais c'est aussi effectivement toutes ces mobilisations, tous ces événements qui permettent de faire connaître au public la raison de notre inquiétude et de notre refus de ce qu'on veut nous imposer. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour cette Merci beaucoup. audition. Ouais. Et juste, et ça fait plaisir de voir que des députés aussi se saisissent ce sujet, parce que de ce sujet, ça fait des années, effectivement, qu'on en parle, donc c'est très bien. Et peut-être aussi, si vous avez cette possibilité de mettre un lien avec les députés européens, Ah oui. parce que il y a aussi l'argent de l'Europe, donc. Exactement, c'est vrai.